cette idée est tout à fait plausible. La Terre est âgée de 4,5 milliards d'années, soit 4500 millions d'années. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une autre planète presque comme la nôtre? Disons une planète âgée de 4501 millions d'années. Ses habitants ont 1 million d'années d'avance sur nous, et à l'échelle galactique, ils sont presque nos jumeaux. Où serons-nous dans 1 million d'années? Nous aurons résolu tous ces problèmes et trouvé d'autres voies, qu'il s'agisse de trous de verre ou de brèches spatio-temporelles. Il doit y avoir un moyen de générer de l'énergie afin de pouvoir la tirer du vide. Le fait qu'ils soient présents nous montre qu'ils ont trouvé ce moyen. C'est un choc important pour le système humain. Je comprends que les gens de notre génération qui aspirent à occuper des fonctions politiques, etc., n'osent pas aborder la question. Parce qu'il s'agit là d'une remise en question de notre vision du monde. C'est un défi fondamental à notre vision du monde. Nous en sommes donc là, une espèce relativement immature qui se débat avec une possible autodestruction. Si s'aligner sur le tort implique de détenir la clé d'une nouvelle forme d'énergie, propre et sûre, imaginez les conséquences. Cela pourrait représenter l'avancée technologique la plus révolutionnaire de tous les temps. Qui ne voudrait pas d'une source d'énergie illimitée et disponible gratuitement? Il s'agit d'une question clé. C'est ce qui m'a conduit au point suivant. Il s'avère que les scientifiques, depuis le début des années 1900, ont mis au point des méthodes alternatives pour accéder à l'électricité sans combustion. Nikola Tesla a cru qu'il avait découvert ce qu'il appelait l'énergie radiante. Beaucoup de scientifiques pensent qu'il a introduit ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie libre. Mais avant que Tesla n'arrive au terme de son projet, son financier et banquier JP Morgan, qui détenait le monopole du cuivre utilisé pour fabriquer les lignes électriques, reconnut que l'invention de Tesla pouvait émettre de l'électricité sans câble et il cessa de financer Tesla. Le laboratoire de Tesla fut réduit en cendres et Tesla fut mis à l'écart. Tout ça parce qu'il avait essayé de mettre en œuvre sa vision d'une énergie illimitée pour tous. Un inventeur contemporain, Adam Trombley, a été inspiré par le travail de Tesla et par les possibilités liées au tort. Trombley a construit une dynamo, un générateur de courant direct pouvant récupérer l'énergie électrique directement dans l'air. Nous voulions démontrer qu'en imitant le champ magnétique d'une planète et en faisant tourner ce dispositif, nous pouvions créer une dynamo qui fonctionne. Et dans les faits, cela a fonctionné. Cela fonctionne. Lorsque nous contemplons la nature, Jupiter ou une dynamo telle que la Terre tournant dans l'espace, on parle fondamentalement d'un aimant qui évolue dans l'espace. Les lignes de flux de l'aimant se répandent dans ce modèle toroïdal du champ magnétique. Il s'étire et se contracte également. Il respire. Il absorbe littéralement l'énergie de l'espace et la transforme. Rien que dans cette toroïde, nous avons suffisamment d'énergie pour transformer la planète entière. Ce n'est pas juste un exposé théorique, c'est la réalité. Réfléchissez un peu aux implications que cela induit. Cela signifie que n'importe quel endroit sur la Terre dispose soudainement d'énergie. Chaque personne sur Terre dispose soudainement d'énergie. C'est la profusion universelle. Trombley avait été invité à faire une démonstration de l'un de ses générateurs aux Nations Unies et au Sénat américain, mais la première administration Bush a torpillé ces événements. Ensuite, l'appareil lui-même a été saisi lors d'un raid gouvernemental. L'expérience de Trombley n'est pas un cas unique. À chaque fois, ou presque, que j'ai rencontré l'inventeur d'une technologie prometteuse dans le domaine de l'énergie libre, il m'a raconté une histoire similaire. L'inventeur John Bedini a commencé à travailler en se basant sur les théories de l'énergie radiante de Tesla il y a plusieurs dizaines d'années. Il a produit un éventail de chargeurs de batteries qui généraient plus d'énergie qu'il n'en fallait pour les faire fonctionner. Il a annoncé qu'il allait les commercialiser à bas prix. Peu de temps après, il a été agressé dans son laboratoire et prévenu qu'il ne devait pas fabriquer les machines. Pour sa propre sécurité, il a dû abandonner l'idée de commercialiser des appareils à énergie libre. Tous ces dispositifs proviennent de laboratoires que j'ai personnellement visités.
now. Il est vrai que la qualité de ce film est évidemment mauvaise, et je ne m'attends pas à ce que vous soyez convaincus. Ce que je veux dire, c'est qu'ayant été là-bas avec ces inventeurs, accompagnés d'experts, et voyant ces appareils à nouvelle énergie en service, j'ai été convaincu que la technologie est réelle et que ses implications sont exaltantes. Le Canadien John Hutchinson a non seulement créé des piles fonctionnant à l'énergie libre, mais il a également utilisé les théories de Tesla pour contrer la gravité, afin de faire flotter les objets. Cela pourrait révolutionner le domaine de la propulsion. Son laboratoire a été cambriolé et son équipement saisi par la police et les autorités en 1978, 1989 et de nouveau en 2000. L'un des scientifiques avec lequel nous souhaitions nous entretenir dans le cadre de ce film était le docteur Eugene Malov, un ingénieur du MIT et de Harvard, rédacteur en chef du magazine Infinite Energy, qui traite des développements théoriques et technologiques dans le domaine de l'énergie nouvelle. Dr Malov a été mystérieusement battu à mort en 2004. Si ces inventeurs étaient tous des blagueurs et des charlatans, je me suis demandé pourquoi ils avaient été supprimés de manière si brutale et systématique. J'ai demandé à Adam Tromley, l'inventeur de l'énergie libre, pourquoi il pensait que cette technologie était en cours de suppression et si le phénomène des ovnis y était lié. Plusieurs militaires importants ont pris des risques majeurs en disant « oui, ces choses sont réelles ». Pourquoi pensez-vous que le complexe militaro-industriel ne veut pas entendre parler de ça? Parce que cela vous pousse à vous demander quel type de technologie se cache derrière. Tout tient à cela. La suppression du phénomène des ovnis va de pair avec celle de ce qu'on appelle l'énergie libre. L'énergie est extraite de la structure de l'espace qui nous entoure, ce qui signifie qu'elle ne peut être mesurée. Il s'agit là d'une menace directe à l'égard de l'industrie la plus importante au monde, celle de l'énergie. Adieu ExxonMobil, adieu pétrole, adieu charbon, adieu lignes électriques. Tout cela serait du passé. Malheureusement, il s'agit d'une tirelire de quelques 200 000 milliards de dollars. Les réserves avérées de pétrole, de gaz et de charbon sont estimées à 200 000 milliards de dollars. La révélation de cette information modifierait complètement le pouvoir géopolitique, plus que tout autre événement jamais enregistré dans l'histoire humaine. Et cela se produirait en une génération. J'ai commencé à étudier ces solutions révolutionnaires et à ma grande surprise, beaucoup ont été éprouvées dans des centaines de laboratoires à travers le monde. Pourtant, elles n'ont pas vraiment vu le jour. Plutôt que de faire entrer les choses en collision et d'essayer d'en contrôler l'explosion, ces nouvelles technologies comptent sur l'harmonisation, la composition avec ce qui existe naturellement. Le dénominateur commun de l'ensemble des dispositifs à énergie libre que j'ai vus est qu'ils imitent, d'une manière ou d'une autre, la forme d'énergie du tort. Vous n'avez pas besoin de croire en la technologie de l'énergie libre pour vous inquiéter de la répression des idées et des inventions. Je me suis dit, quelle meilleure manière de justifier notre dépendance au pétrole, au charbon, au nucléaire et aux autres technologies dangereuses et impropres que de prétendre qu'il n'existe pas d'alternative meilleure et moins chère. C'est mon épouse bien-aimée et partenaire créative, Kimberly, qui s'est toujours assurée de me rappeler les implications humaines liées à mes recherches scientifiques. De mon point de vue, aussi intriguant que le thor, les extraterrestres et l'énergie libre puissent être, la question essentielle restait la suivante. Est-ce que la compréhension de ces choses aiderait vraiment à alléger les souffrances humaines? Et il s'avère que la réponse est oui. Tant de souffrances sur la planète sont liées au manque d'accès à l'énergie. Se chauffer, se nourrir et avoir accès à l'eau, se soigner dans un hôpital, tout ceci est lié à l'accès à l'énergie. S'il existe un modèle fondamental dont je pense que l'évolution serait efficace et qui nous permettrait de créer de nouvelles technologies afin de résoudre ces problèmes, alors cela vaut la peine que j'ouvre mon esprit à ces sujets socialement tabous.
Si les technologies de la nouvelle énergie étaient mises à disposition gratuitement à travers le monde, le changement serait profond. Il affecterait chacun d'entre nous et serait applicable partout. Ces technologies représentent la chose la plus importante qui se soit produite dans l'histoire du monde. Donc, étant donné les enjeux, j'ai décidé de me poser les questions suivantes. Qui profite de la suppression de la recherche scientifique? Qui pourrait voir sa richesse et son pouvoir menacés par l'accès à une énergie propre et gratuite? À qui profite un monde où si peu possède tant, et inversement? En tant que chercheur indépendant, j'ai suivi l'une des règles fondamentales du journalisme d'investigation. Si une histoire n'a pas de sens, suivez l'argent. Notre dépendance au pétrole assure aux compagnies du secteur énergétique des profits phénoménaux. Je les vois engager d'énormes ressources pour faire barrage aux énergies alternatives, pour contrôler les réserves mondiales et pour maintenir des prix du pétrole élevés. Elles disposent de suffisamment d'argent et d'influence pour supprimer tout ce qui pourrait menacer leur monopole. Mais qui se cache derrière les énormes compagnies du secteur énergétique? L'empire du pétrole des Rockefeller a démarré en 1870, lorsque John D. Rockefeller a fondé la Standard Oil, devenant ainsi le premier milliardaire américain. Depuis, la Standard Oil est devenue ExxonMobil et a donné naissance à bien d'autres compagnies. Les Rockefeller contrôlent également notre alimentation. À l'origine, ils ont été responsables de la mutation mondiale en faveur d'une agriculture à grande échelle basée sur le pétrole. Je me souviens de la pseudo-révolution verte des années 60 et 70. Comme la plupart des gens, j'ai pensé que c'était une bonne chose. Cependant, l'idée reposait sur la plantation d'énormes parcelles d'une seule culture, utilisant de grandes quantités de pesticides, herbicides et fertilisants à base de pétrole. La révolution verte était une idée originale de la division des sciences naturelles de la Fondation Rockefeller, en partenariat avec de grandes entreprises agricoles. L'agriculture basée sur le pétrole a généré quantité de nouveaux profits pour l'industrie pétrolière, mais n'a jamais tenu ses promesses d'éradiquer la faim et de promouvoir la santé. Au début, elle a augmenté la productivité parce que chaque parcelle était exploitée pour une production immédiate. Mais on peut aujourd'hui constater ses coûts réels. Les contribuables paient des milliards en subventions aux entreprises géantes de l'industrie agroalimentaire. Les petites exploitations familiales ont disparu. La biodiversité est détruite. Les produits chimiques toxiques empoisonnent les ouvriers agricoles et polluent la terre. L'eau et nos réserves en nourriture mettent en danger notre santé à tous. En 2010, près d'une personne sur 7 dans le monde n'a pas mangé à sa faim. Les entreprises géantes qui avaient fourni les produits chimiques à l'agriculture industrielle chimique parlaient de 3 instruments pour renforcer la chaîne alimentaire. Le premier était le recours au génie génétique comme outil de contrôle. Le deuxième consistait à breveter les graines et la vie comme outil de contrôle, en déclarant que les graines relevaient de la propriété privée, traitant la réutilisation de graines par les agriculteurs comme un crime, un vol de propriété intellectuelle. Et le troisième était les soi-disant traités de libre-échange qui devaient priver les gens ordinaires, les agriculteurs, les producteurs de leur liberté de réutiliser des graines. La conception d'une technologie Terminator permettant de créer des graines stériles et de rendre l'humanité toujours plus dépendante d'une poignée d'entreprises constitue l'ultime étape de ce processus. Ce que nous faisons avec les graines revient à la création inédite d'une nouvelle forme de colonisation que j'appelle la colonisation du futur. Which I call the colonization of the future. Donc, dans 2 domaines cruciaux, à savoir l'énergie et l'alimentation, les mêmes familles d'élite issues du monde de la banque et leur entreprise ont pris le contrôle et les conséquences ont été dévastatrices. De mon point de vue, cela a été bouleversant, au début, de découvrir un tel monopole d'influence. Mais je savais que c'était important, un peu comme lorsqu'on apprend qu'on est victime d'une maladie grave mais curable. Il est alors utile d'en comprendre la cause et le fonctionnement si on souhaite la soigner. J'ai donc continué mon enquête. Si de grandes familles issues du monde de la banque
contrôlent les marchés du pétrole et de l'alimentation, dans quel autre domaine leur influence s'exerce-t-elle? Comme je suivais la trace de l'argent, j'ai commencé à constater le même schéma de contrôle dans tous les aspects de nos vies. Et j'ai toujours trouvé les mêmes familles à leur tête, soit directement via leurs banques et entreprises, soit indirectement via leurs grandes fondations. Encore une fois, ce sont les Rockefeller qui ont créé la National Education Association, organisation syndicale de l'éducation nationale aux États-Unis, avec l'aide de la Fondation Carnegie, et plus tard, celle de la Fondation Ford. Ce que les capitaines d'industrie attendaient de nos écoles, c'est une main-d'œuvre obéissante et docile, constituée d'employés faciles à gérer et de consommateurs enthousiastes. Les écoles sont faites pour mettre en place des habitudes fixes en réponse à l'autorité. C'est pourquoi cela prend 12 ans. On attend de vous que vous répondiez par réflexe quand une personne avec un statut d'autorité vous dit quoi faire. Tout comme l'éducation, la santé est un autre domaine sous l'influence de l'argent et des grosses entreprises. Par exemple, l'American Medical Association est largement financée par les Rockefeller qui se servent de leur argent pour influencer les recherches et les prises de décision de l'AMA. Le médecin moyen, au terme de 4 années d'école de médecine, aura suivi un cours sur la nutrition, soit 2h30 le plus souvent, dont les supports et les programmes sont fournis par le Conseil national du lait et le Conseil national du bétail et de la viande, ainsi que par d'autres industries telles que l'association sucrière, qui commercialise des produits avant tout néfastes pour notre santé. Malheureusement, le système médical est structuré de telle manière que l'enseignement est prioritairement financé par les laboratoires pharmaceutiques. Le but est donc de fabriquer et de vendre autant de médicaments que possible. C'est également pour le médecin comme pour le laboratoire pharmaceutique et l'ensemble des institutions médicales une manière rapide de faire de l'argent. Mais en fait, cela perpétue les problèmes qu'on était censé résoudre. Les effets secondaires peuvent inclure nausées, sécheresse de la bouche et constipation. Baisse des globules blancs qui peut s'avérer grave, effets secondaires sexuels, diarrhée, nausées et somnolence, peut entraîner le coma ou la mort. Jusqu'où iront ces forces pour faire du profit? Iraient-ils jusqu'à supprimer les traitements des maladies, de la même manière qu'ils ont supprimé la technologie de l'énergie libre? Malheureusement, mes recherches m'ont révélé que la réponse est une fois encore oui. Un exemple bien documenté est celui du docteur Royal Rife. Dans les années 1920, le docteur Rife a inventé les microscopes les plus avancés de son époque. Il a également développé une nouvelle technique qu'il a nommée résonance coordinatrice, qui était apparemment capable de détruire les tumeurs cancéreuses et les virus. En 1934, lors de tests cliniques affiliés auprès de l'Université de Californie du Sud, le traitement de Rife a été testé sur 16 patients en phase terminale de cancer. En l'espace de 3 mois, ils ont tous été guéris. Peu de temps après, un laboratoire testant la technologie de Rife a brûlé et un procès sans fondement a été engagé. Grâce aux efforts de Maurice Fishbein, responsable du journal de l'American Medical Association, le laboratoire de Rife a été fermé et ce dernier ruiné. Son travail aussi brillant que prometteur est tombé dans les oubliettes. Il m'a été difficile d'admettre qu'on puisse vraiment supprimer des traitements médicaux. Le cancer a frappé ma famille comme une rivière déchaînée. J'ai découvert que tout était lié au brevet. Si un laboratoire pharmaceutique peut breveter un traitement et en tirer profit, surtout si la prise de ce traitement est à long terme, il le commercialise. Sinon, nous n'en entendrons jamais parler. Rife n'a pas été le seul à avoir ses recherches interrompues. René Kess détenait une ancienne formule des Indiens Ojibwe, très efficace. Harry Oxy et Max Gerson utilisaient des remèdes naturels qui fonctionnaient. Mais si vous effectuez des recherches plus poussées, l'AMA les a fait passer pour de complets illuminés. C'est en cela que suivre la trace de l'argent a été si utile, car les mêmes pouvoirs qui contrôlent l'AMA, leur recherche et leur financement, contrôlent également les laboratoires pharmaceutiques. Il y a donc une motivation financière de plusieurs milliards de dollars pour supprimer les traitements qui ne peuvent pas être brevetés. Le fait de savoir que des traitements existent n'a pas soulagé la peine que j'ai ressentie suite à la disparition de tant d'êtres chers atteints de cancer. Cela m'a donné un but vers lequel tourner ma douleur. Je crois que si l'on prend tout l'amour et le dévouement qu'on porte à une personne décédée ou sur le point de mourir et qu'on l'utilise pour développer et fournir ces traitements aux personnes qui en ont besoin, on peut mettre fin à cet héritage du cancer et se sentir mieux.
Aussi difficile que cela a pu être, je suis arrivé à une conclusion inévitable et profondément gênante. Je crois qu'une élite et les entreprises qu'elle dirige n'ont pas seulement pris le contrôle de notre énergie, de nos réserves en nourriture, de notre éducation, de nos services de santé, mais aussi de quasiment tous les aspects de nos vies. Et c'est possible en contrôlant le monde de la finance, non pas en créant plus de valeur, mais en contrôlant véritablement la source de l'argent. Lorsque j'ai suivi la trace de l'argent, j'ai découvert que cela me ramenait au niveau d'une pyramide. Nous nous situons à la base, vacants à nos occupations quotidiennes. Au-dessus de nous se trouve le gouvernement. Ces personnes à qui l'on donne le monopole du pouvoir et qui l'utilisent pour nous taxer et nous contrôler, que l'on soit d'accord ou pas. Mais qui les contrôlent, eux? Au niveau supérieur se trouvent les entreprises. Beaucoup diraient que désormais ce sont les entreprises et non pas les États-nations qui dirigent le monde. Ils parlent de corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, cette corporatocratie doit avoir accès à un argent de faible valeur. Les grandes entreprises obtiennent leurs prêts à des taux préférentiels auprès des grandes banques, ce qui signifie que les élites aisées qui contrôlent les plus grosses banques contrôlent ces entreprises. En suivant la trace de l'argent, j'ai appris que presque toutes mes croyances à son sujet étaient fausses. Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons un prêt de, disons, 50 000 $ ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Il s'avère que l'argent prêté ne représente en réalité qu'un neuvième de l'argent dont les banques disposent dans leur coffre-fort. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle les prêts de réserve fractionnaire. La Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale dans tout pays a légalement le droit de fixer le montant qu'une banque doit avoir en réserve. Aux États-Unis, ce montant se situe actuellement autour de 10%. Donc si vous déposez 10 000 $ à la banque en met de côté 10%, soit 1 000 $, puis prête le reste de votre argent. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, admettons qu'une personne vienne à la banque et demande un prêt de 9 000 $ pour l'achat d'une voiture. À ce moment, ce sont les 9 000 $ de votre dépôt d'origine que la banque prête. Dès lors, l'argent n'est plus là. L'emprunteur paie ensuite le vendeur de la voiture et l'argent est déposé dans une autre banque qui fait partie du même système bancaire central. Ces 9 000 $ sont traités comme un nouveau dépôt et le processus continue. L'argent est à nouveau déposé et prêté jusqu'à ce que le dépôt initial de 10 000 $ se transforme en une somme de 100 000 $. Le système bancaire a simplement créé 90 000 $ en prêtant votre argent. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or. L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papier. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de métaux qu'ils n'en avaient réellement. Ils ont prêté ces récépissés et facturé des intérêts sur de l'argent, en l'occurrence de l'or, qu'ils ne possédaient pas réellement. C'est ainsi que notre système de réserve fractionnaire a vu le jour. Dans ce système, les banquiers sont supposés créer de l'argent à partir de rien, alors que le reste d'entre nous doit travailler dur pour le gagner. Cela a engendré une forme moderne de servitude dans laquelle la masse de la société travaille désormais pour s'acquitter de ses dettes auprès des banques.
Avec ce schéma de système de réserve fractionnaire, nous devenons inévitablement des esclaves de la dette d'une classe dirigeante financière. Non pas parce que ces dirigeants sont meilleurs ou plus intelligents, mais parce qu'ils ont manipulé le système à leur avantage et au détriment de la plupart des gens sur la planète. Catherine Austin Fitts est une experte de la question. Elle a été sous-secrétaire d'État au logement et au développement urbain pendant le mandat du président Bush, père, puis conseillère auprès de l'administration Clinton. Faisons une partie de Monopoly et admettons que vous souhaitiez acheter la rue de la Paix. Je peux tout simplement imprimer de l'argent en permanence, m'en donner plus et abaisser ainsi la valeur de votre argent en imprimant toujours plus. Peu importe que vous travailliez dur ou que vous réussissiez dans la vie, je peux toujours vous acheter gratuitement. Alors comment se fait-il que si vous ou moi créons de l'argent, cela s'appelle de la contrefaçon, mais que si ce sont les banques qui le font, on appelle cela de l'augmentation des réserves en argent? Comment les banques ont-elles obtenu ce pouvoir? C'est en 1910, sur l'île Jekyll, que les représentants des familles Rockefeller, Rothschild, Morgan et d'autres banquiers privés se sont réunis en secret pour rédiger l'avant-projet de législation qui créera la Réserve fédérale américaine. Ed Griffin a retranscrit dans un livre ce qui s'est passé sur l'île de Jekyll. Les banques centrales sont des cartels bancaires qui ont établi un partenariat avec les gouvernements respectifs des pays où elles opèrent et à qui on a donné le monopole de la création des réserves d'argent d'une nation. C'est le cadeau que leur ont offert les politiciens, si l'on peut dire, pour le partenariat. Que font les banquiers pour les politiciens en retour? Puisqu'ils détiennent le pouvoir légal de le faire, ils promettent de créer de l'argent à partir de rien, chaque fois que le gouvernement en a besoin. Et depuis 2008, nous avons été les témoins de la plus importante période d'impression de faux argent de l'histoire. Ce tour de passe-passe financier dissimule les coûts, protège les responsables et fait de nous des esclaves de la dette qui doivent travailler pour rembourser la facture. Le service des recettes internes a été créé la même année que la Réserve fédérale américaine en 1913. Et l'impôt sur le revenu a ensuite été introduit afin que vous et moi payions la dette des politiciens plus les intérêts aux banquiers. Tout cela est plutôt révélateur. Le problème est qu'aux États-Unis, nous disposons d'un système de banque centrale privée déguisé en un système qui appartient au gouvernement. Si vous regardez dans l'annuaire de la ville Washington et cherchez la réserve fédérale dans les pages bleues caractéristiques du gouvernement, vous découvrirez qu'elle n'y est pas. Vous la trouverez dans les pages blanches, juste à côté de l'entreprise FedEx. C'est une banque centrale privée. Quelle devrait être la relation appropriée entre le président de la Réserve fédérale américaine et le président des États-Unis? Avant tout, la Réserve fédérale est une agence indépendante. Cela signifie essentiellement qu'aucune autre agence gouvernementale ne peut revenir sur nos décisions. Ne peut revenir sur nos décisions. Nous disposons d'une banque privée qui imprime de l'argent pour le compte du Trésor américain. La Réserve fédérale imprime l'argent dans le cadre d'un système basé sur la dette, ce qui crée une pénurie. Mais cela signifie que, contrairement à nous, un groupe d'initiés a accès à toutes les données économiques. Vous avez donc un petit groupe de banquiers qui comprennent les données relatives au fonctionnement de l'argent dans l'économie, et cela leur donne la capacité d'imprimer de l'argent de manière à ce qu'il soit protégé, alors que le reste du monde ne l'est pas. Catherine a ensuite comparé une économie saine à un tore plein de vitalité, équilibré, libre et dynamique, par opposition à ce qui se passe dans notre économie actuelle. C'est un système très dynamique et qui tend vers l'optimisation. Mais il y a un ver solitaire au cœur de ce système. Un ver solitaire injecte une substance chimique dans votre corps qui vous donne une furieuse envie de ce qui est bon pour le ver, mais néfaste pour vous. Vous vous retrouvez avec un parasite très manipulateur et qui se goinfre au détriment du tout. Nous vivons dans une économie du ver solitaire, où l'élite financière représente ces vers qui se nourrissent sur notre dos. Et ils n'aiment pas que l'on fasse voler leur couverture en éclats. Après que Catherine a commencé à dénoncer la corruption du gouvernement au plus haut niveau, le FBI a fait irruption dans son entreprise et a saisi ses biens.
Elle a été traînée en justice pendant 10 ans avant d'être déclarée innocente. Nous avons donc la Réserve fédérale américaine, une entreprise privée avec un monopole sur la création de l'argent, mais sans responsabilité, soutenue par un gouvernement qui détient le monopole du pouvoir. On a vendu au pays l'idée que la Réserve fédérale était une institution qui aiderait à stabiliser l'économie et resterait indépendante de la politique. Mais dans les faits, en presque un siècle d'existence, elle a tout simplement fait le contraire. Depuis qu'elle existe, nous avons été volés à travers l'inflation et le pouvoir d'achat du dollar a baissé de plus de 97%. Et le fossé des richesses révèle clairement que peu de personnes détiennent la grande partie de l'argent. 16 ans seulement après la création de la Réserve fédérale, les États-Unis ont subi la Grande Dépression. Ma recherche a révélé que les banquiers de l'élite ont retiré leur argent de la bourse avant le crash boursier de 1929. Après le crash boursier, ils ont utilisé cet argent pour acheter des actions à bas prix et des banques plus petites en faillite pour une bouchée de pain. Parmi les banquiers qui ont consolidé leur richesse de cette manière, on trouve les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan. Un scénario similaire s'est déroulé lors de l'effondrement financier de 2008, avec les mêmes banquiers tirant profit de la situation. Dans les années précédant cet effondrement, les plus grandes banques, notamment la Bank of America, Citigroup et Chase, contrôlées par les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan, ont rassemblé et vendu des mauvais prêts dont ils savaient qu'ils ne seraient pas remboursés. C'est comme mettre des oranges pourries dans une boîte et les étiqueter qualité supérieure. Puisqu'ils ont été les premiers à avoir étiqueté les boîtes, ceux qui ont regroupé la dette étaient bien placés pour savoir qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que quelqu'un n'ouvre cette boîte et ne découvre que son contenu était sans valeur. Lorsque les oranges pourries, c'est-à-dire les prêts douteux, les produits dérivés et les contrats d'échange sur défaillance ont été finalement découverts, tout le monde a été touché. Les gens ont perdu leur maison, leur emploi, leur entreprise et leur retraite. Entre-temps, les plus grosses banques, à l'origine du problème, se sont renflouées. Pourquoi ? Pourquoi la Réserve fédérale aurait donné des milliers de milliards de dollars aux banques, alors que la majorité des Américains étaient contre l'idée de les renflouer ? Et pourquoi ne pas venir en aide aux plus démunis, plutôt que de soutenir les instigateurs de l'effondrement financier ? Ma recherche m'a conduit à croire que les mêmes personnes qui avaient créé la Réserve fédérale, c'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan, la contrôlent toujours et l'utilisent pour se renflouer à notre détriment. Beaucoup de banques créées représentent toujours le lobby le plus puissant au Congrès. Et franchement, on peut même dire que cet endroit leur appartient. Je suis convaincu que le quasi-effondrement de l'économie en 2008 est le résultat d'un plan de type « prendre et laisser tomber », orchestré, conçu et mis en œuvre par les grands banquiers pour renforcer leur richesse et leur pouvoir. David Icke explique comment il voit la Réserve fédérale américaine manipuler les pseudo-cycles d'activité. La première étape s'apparente au lancer d'une ligne de pêche. Première étape, vous mettez en circulation une quantité importante d'argent, des unités d'échange. Pour ce faire, vous baissez les taux d'intérêt en accordant un grand nombre de prêts. Cette partie du cycle s'appelle un boom. Parce qu'il y a beaucoup d'unités d'échange en circulation, beaucoup d'argent passe de main en main, ce qui génère une activité économique intense. Cela génère de l'emploi et comme de plus en plus d'argent est dépensé, la demande augmente. Les entreprises contractent plus de prêts d'argent frais afin d'augmenter leur production. Au quotidien, les gens sont confiants. « Eh, tu sais, je travaille pour cette entreprise qui croule sous les commandes, ça marche vraiment bien. J'ai un travail sûr. D'ailleurs, nous sommes sur le point d'acheter une plus grande maison. » Et puis, quelque chose change. Ils tirent sur la ligne de pêche. Ils font grimper les taux d'intérêt. De moins en moins de personnes contractent des prêts et de toute façon, les banques renforcent les critères pour pouvoir obtenir un prêt. De même, étant donné que les taux d'intérêt ont augmenté, une partie plus importante du revenu de la population sert à rembourser les intérêts supplémentaires et non pas à acheter des biens. Tout d'un coup, il n'y a plus autant d'argent en circulation. C'est pourquoi les achats de biens baissent.
Les entreprises commencent à voir leurs profits diminuer. Elles commencent à supprimer des emplois et leur activité ralentit. Les gens perdent leur emploi. Ils ne peuvent plus honorer l'hypothèque qu'ils ont prise sur la grande maison qu'ils avaient achetée lorsque tout allait bien. Les banques commencent alors à ramener la ligne de pêche, car puisque les entreprises et les particuliers font faillite, ce sont elles qui possèdent la véritable richesse. Les propriétés, les terres et les ressources pour lesquelles elles avaient accordé d'une signature des prêts de simples chiffres sur un écran. Ce cycle économique consistant à jeter la ligne de pêche, à la ramener, à injecter une grande quantité d'unités d'échange dans l'économie fonctionne depuis des siècles. Le résultat ? Le vol et l'accumulation de la véritable richesse du monde dans les mains d'une poignée de personnes. À un niveau international, les banques centrales utilisent la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour créer plus d'argent pendant qu'elles exploitent les ressources des pays auxquels elles prêtent et conduisant, dans le même temps, à la faillite. La Banque centrale des banques centrales est la banque des règlements internationaux créée par la famille Rothschild. L'élite se positionne de manière à contrôler l'accès à tout ce dont nous avons virtuellement besoin pour survivre. Peu importe où vous allez dans le monde, le système bancaire contrôle l'argent. Les banquiers décident si les gens peuvent manger ou non, qui est milliardaire et qui vit avec moins d'$1 par jour. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde, et très peu de personnes contrôlent l'argent. À ce stade, ma vision du monde a été bouleversée. J'ai réalisé que l'échec et la souffrance de tant de personnes représentent le succès et l'accomplissement d'une poignée de personnes. C'est-à-dire l'élite des banques centrales qui a convaincu le monde de les laisser créer de l'argent. Ils disposent déjà de fortunes conséquentes. Alors quel est leur objectif final? Quel est leur vrai programme?